étaient les responsables de la zone opérationnelle. Didier Itumba, le chef d'état-major général, qui a passé 2 mois là-bas. Et il faut dire aussi, les sénateurs avaient passé 1 semaine là-bas. Il faut dire ça aussi. Et on debout. Davantage alimenter substantiellement notre armée et ça sera fait avant longtemps. Donc je pense que nous devons saluer les efforts qui sont menés par les gouvernements et éviter ces langages ici. On parle de quoi, Moutou? J'ai avec moi l'ordonnance numéro 22, 003 17 janvier 2022, fixant les attributions de ministère. L'unique ministère qui a plus de 26 attributs, c'est le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Gaylor, tu liras ces 26 attributs. Nulle part on donne les attributs des affaires coutumières. Nulle part. J'ai dit bien nulle part. Qui nous reconduit. S'il vous plaît, ne me prenez pas de mots. Je vous en prie. Il a parlé du professeur, il a dit tu es chez moi, je comprends modeste comme ça. Il l'a dit. Il peut revoir l'émission, il verra. Il l'a cité sur base de quoi? Et pourtant, dans ces ministères-là, il y a un secrétaire général qui s'occupe des affaires coutumières, Freddy Yokasiko. Les conflits Tekiyaka, c'est pour la question de la succession, qui jadis est détenu par ce département-là au ministère de l'Intérieur, qui est gardien, 1, de nos valeurs ancestrales, 2, des généalogies de succession. Et si seulement si on avait donné des attributs. Déjà en 2020, avec seulement la pandémie de la Covid, ils ont pris la décision d'acheter pour prévenir les jours à venir. Nous avons, nous également, été frappés par la pandémie. Vous avez dit, la situation elle est mondiale. Mais les États sérieux ont anticipé. Pourquoi? Parce que l'État a les moyens de savoir ou de voir lorsque tout le monde ne voit pas. La preuve, c'est que CEP Congo, qui est une entreprise de l'État, a alerté au mois d'août. Donc si et seulement si on était beaucoup plus consciencieux, nous aurions pris des mesures à même de nous permettre de pallier à ces problématiques et ne pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la grande difficulté aujourd'hui pour nous, j'ai même suivi l'autre fois sur Okapi, un pétrolier qui disait que même les bateaux qui arrivent auront difficile à nous couvrir jusqu'au mois de décembre. Et aujourd'hui, amener 15 ou 50 transco ne résout pas la problématique de transport à Kinshasa. Parce qu'il faut le dire, nous avons une ville de plus de 8 millions d'habitants, dont plus de 5 millions sortent chaque jour et de manière permanente. Donc 5 millions de personnes à mettre dans des transports en commun, c'est des milliers de véhicules. Ce n'est pas 150 dont l'unique ou un bus a à peine une capacité de 20-25 personnes. Et vous pensez résoudre le problème? Non. C'est certes vrai, un pas vers la solution, mais un pas en ignorant qu'on devait être prévoyant. Et c'est malheureusement les théâtres où nous sommes invités et conviés comme téléspectateurs, avec beaucoup plus de regrets d'ailleurs. Donc nous pensons, nous, que l'État congolais, une fois de plus, failli dans sa mission de l'État providence, il faut le dire, que c'est lui qui fournit, parce que nous entendons aussi qu'il semblerait que le pétrolier acquise plusieurs mois, pour ne pas dire années, de non-paiement de leur manque à gagner. Et si et seulement si cela est vrai, devons-nous croire qu'il n'y a peut-être pas une rétention volontaire, où il y a effectivement rupture de stock. Mais comme le patron de ce secteur dit qu'il y a rupture et qu'il faut procéder au contingentement. Mais nous posons la question, lorsque vous décidez de réduire la vente, vous réduisez aussi les escortes? Vous réduisez aussi le nombre de véhicules dans les domiciles? Vous réduisez aussi le nombre de... Si vous faites là toute la problématique, il est certes vrai, nous sommes tous contents, parce que les lois de la nature finissent par payer. Nous avons dit que ces gens n'étaient pas préparés pour la gouvernance. Nous avons dit que ces gens n'étaient pas capables. Nous avons dit que ces gens n'étaient pas compétents. Et là, les preuves sont là. C'est seulement eux dont on forme pendant 2 semaines pour apprendre la gouvernance. C'est seulement eux qui écoutent des alertes, mais qui ne savent pas anticiper, prendre des mesures. C'est seulement eux qui nous laissent aujourd'hui. J'étais stupéfait le lundi, j'ai vu les élèves qui tombent au magasin jusqu'à Aurore, à pied. Un petit garçon de 4 ans, 5 ans que vous infligez ça. Pour son premier jour à la maternelle, il est obligé de faire le pied. Parce que l'État a échoué. Déplorable. Maître Freddy Mumba, plutôt, Monsieur Freddy Mumba, vous avez la parole, vous représentez l'Union sacrée sur ces plateaux, vous portez la voix de FDC de Bahati Lukwebo, vous avez suivi religieusement l'intervention de Jonathan Ouélé, qui vous indexe, qui pense que le pouvoir ou encore
le gouvernement a échoué. Le gouverneur sait prévoir, dit-on, ça vous le savez. Il a dit qu'il y a eu une alerte en son temps. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris des mesures pour éviter cela? Certes, la situation est universelle, mais est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de l'éviter? D'aucuns nous disent que les pétroliers ont un souci de subvention et ça pose problème. Pensez-vous que la responsabilité revient à l'État ou bien du fait que la situation est universelle, on est obligé de faire avec? Bon, alors d'abord, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'entreprise dont il venait de citer, c'est quelle entreprise? CEP Congo. Ouais. CEP Congo n'est qu'un simple transporteur du carburant. CEP Congo ne peut pas fournir du carburant, c'est pas moi à qui que ce soit. Non, le carburant qui détient CEP Congo ne lui appartient pas. C'est un carburant qui appartient. C'est un carburant d'abord qui appartient aux différents pétroliers qui œuvrent dans ce secteur et qui utilisent, n'est-ce pas, CEP Congo comme un service qui les aide à pouvoir conserver ces carburants, transporter ces carburants et voilà quoi. Et puis le problème que nous avons en rapport avec les carburants, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de subir justement les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. En dehors de ces effets collatéraux de la guerre en Ukraine, parce qu'il a abordé une question qui est très fondamentale, celle en rapport avec justement quelques subventions de l'État. Ce que je peux lui dire à ces sujets, c'est que effectivement, nous sommes aussi en train de subir encore une fois de plus les effets de la continuité de l'État. Parce que lorsque vous parlez avec ces pétroliers, ils vous diront déjà que dans les régimes passés, il y avait environ 200 millions de dollars que les régimes passés devaient payer, 200 millions de dollars pour subventionner les carburants. Mais que ces 200 millions n'ont jamais été payés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est à presque 400 millions de dollars, en dépit du fait que, parce que comme vous le savez bien, l'État, quand il subventionne, on dépense un montant. Parfois, il y a des besoins qui s'accumulent. Parce que ça ne s'arrête pas, la vie continue. Nous avons toujours un besoin de carburant qui se pose. Le temps que l'État essaie d'éponger, n'est-ce pas, la dette qu'il y avait, il y a encore d'autres dettes qui s'accumulent et nous sommes en train d'y aller au rythme de ce que nous avons justement dans l'escarcelle. Parce que nous ne pouvons pas aussi faire un miracle. Bien entendu qu'il y a un effort qui est fait du côté de la mobilisation. Moi, je crois que l'État est en train de s'y mettre, de voir dans quelle mesure il peut commencer à éponger peu à peu, n'est-ce pas, la dette que nous avons envers tous ces pétroliers, de telle sorte que la situation soit stabilisée. Donc le problème des pénuries n'est pas un problème particulier pour la République démocratique du Congo, ou bien qui a trait à la gouvernance ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est un problème qui touche presque tout le pays. Si vous regardez, si vous avez bien suivi son intervention, j'ai suivi les informations au niveau d'une chaîne internationale, j'étais en train de suivre France D, on parlait d'un rationnement du carburant. Déjà, quand on commence à parler du rationnement du carburant, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de réserves pour arriver véritablement à résoudre ce problème de carburant. Il y a des files presque partout dans les stations de vente des carburants, presque dans plusieurs pays. Ce n'est pas un problème seulement de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas pour autant que nous allons considérer que c'est une excuse, mais le gouvernement est sur la brèche, en train de se démerder pour faire en sorte que cette situation, pour mettre fin, pour résoudre ces problèmes de pénurie de carburant. Donc, nous sommes en train de vivre, nous ne sommes pas un pays qui vit en autarcie, nous sommes un peu comme... c'est la mondialisation. Le monde est réduit, la globalisation. Une promesse faite par le gouvernement. Le monde est réduit en un village. D'ici les 15... Quand il y a un problème en France, ça nous touche aussi. Je relance. Je disais, voilà. Il y a une promesse du gouvernement. D'ici les 15 prochains, la situation sera rétablie. Mais en croire l'intervention de Jonathan Ngolé, que ça sera un coup de pédalo. Hein, donc ça sera juste pour un temps et puis on va revenir à la case du départ. Bon, je comprends. Jonathan Ngolé est en train de faire son travail. Je pense qu'il fait partie des acteurs politiques qui évolue au sein de l'opposition. Et au niveau de l'opposition, on ne peut qu'avoir une grille de lecture, procéder à une grille de lecture pessimiste de tout ce qui est en train de se passer. Même si on connaît en fait les raisons qui font que nous puissions connaître un problème de pénurie de carburant.
Donc c'est cela, moi je trouve qu'il est tout à fait dans son rôle. Il ne peut que rébuter tout ce qui est en train de se faire parce qu'il est au sein de l'opposition. Mais encore faudra-t-il qu'il propose, qu'il fasse des propositions concrètes qui vont faire en sorte que nous puissions sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. A-t-il proposé quelque chose d'important ici? Il n'a pas proposé. Il s'est limité à critiquer vertement et puis s'est limité là-bas. C'est très facile de critiquer, hein? Mais on dit souvent la critique est aisée, mais l'art n'est pas aussi aisé qu'on le croit. Merci. Voilà, donc Jonathan, on va changer. Donc, c'est pas une situation particulière. Grosso modo, c'est pas une situation particulière de la République démocratique du Congo. C'est un problème mondial et nous sommes en train de nous battre du mieux que nous pouvons pour arriver à résoudre un temps soit peu cette situation de pénurie du carburant. Parce que la guerre d'Ukraine serait à la base. Encore vos propos. Jonathan, on va prendre la situation à l'Est. L'insécurité continue à battre son plein. Les ADF ont encore tué. Cependant, nous sommes sous l'état des sièges et il y a eu résurgence, s'il fallait dire, il y a 48 heures déjà, de ces mouvements anti-MONUSCO. Politique que vous êtes, comment vous analysez la situation? Bunagana jusqu'ici sous contrôle, ça craint? Cher Guelo, je l'ai dit tantôt et je le redis encore, il faille que nous prenions le temps non seulement de communiquer, mais de bien communiquer. Je donnais des faits et j'attendais des réponses par rapport à ces faits-là. Seb Congo transporteur, stockeur, magasinaire vous dit qu'il y aura rupture de stock. Il dit à qui? Il dit à celui qui détient la majorité de parts, l'associé majoritaire qui est l'État congolais. Lorsque Seb Congo dit à l'État congolais, c'est pour que l'État congolais prenne des précautions. Ce qu'ils n'ont pas fait. De un. De deux, on parle de la guerre en Ukraine, qui serait à la base de ces pénuries. Cette guerre en Ukraine est arrivée au même moment pour l'Afrique dans son ensemble avec ses 54 pays. Mais anticipant qu'il est, prévoyant qu'il est, bon manager qu'il est, le président sénégalais avait pris de précautions plus de 2 ans avant. Il ignorant même qu'il allait être réélu. Il voulait laisser à son successeur une situation calme dans les secteurs du pétrole ou du carburant. Ignorant même qu'il allait être élu. Ignorant même. On vous dit, c'est également les effets de la continuité de l'État. Chers compatriotes, faisons des calculs simples. Pour 18 ans, ils ont laissé 200 millions de dollars de non-paiement pour les pétroliers. En 4 ans, ils ont gagné 200 millions également de non-paiement. Ça veut dire chaque année, ils ne payaient pas 5 millions. Et si on laissait ces gens pendant 10 ans, on aura combien de dettes? 18 ans, ils ont trouvé 200 millions. À 4 ans, ils ont encore 200 millions. Est-ce que Bateau va battre? Bateau va battre pena. Si vous faites des calculs, vous divisez 200 millions fois 18, à peine 1 point quelque chose qui n'ont pas payé l'année. Mais avec 5 millions par an, ils sont incapables de le payer. Mais c'est eux qui crient chaque jour maximisation des recettes. Est-ce que Bateau va battre? On évolue. On parle encore là de l'effet de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas encore atteint la phase où il n'a pas de blé. Mais il est allé négocier en Russie qu'on lui trouve les tunnels pour ravitailler sa provision. Il n'a pas encore atteint cette phase-là. L'Allemagne, qui d'ici 10 mois aura un problème avec le gaz, est également en train de négocier avec la Russie pour avoir les tunnels pour faire passer son gaz. N'est-ce pas là des États sérieux? N'est-ce pas là des États qui anticipent? Bon, quand on a des États mortifères, avec beaucoup de gens sans maîtrise et tout, c'est ce qui arrive. La sécurité. Insécurité à l'Est, oui. Les mardis prochains, Bunagana totalisera 3 mois sous emprise de l'occupation. Les 12. 3 mois sous emprise de l'occupation. Pourtant, nous avons un gouvernement de la République. Pourtant, nous avons une armée. Pourtant, nous avons des services. Pourtant, nous avons des hommes.
Mais la question que moi je pose, qu'est-ce qui fait que depuis plus de 3 réunions du Conseil des ministres actuellement, on ne parle plus de la question de Bunagana? Quelle en est la cause? Depuis ma naissance à ce jour, je n'ai jamais vu que nous soyons attaqués et que nous totalisions 3 mois sans récupérer. La dernière en date, c'était presque l'emprise de Goma. On a duré que 6 jours. Et on a récupéré. Pourquoi maintenant là, nous totaliserons 3 mois les 12 la semaine prochaine, soit un mardi? Est-ce que ces gens sont conscients qu'une partie du territoire national est sous la domination d'une armée étrangère? Et de là passent nos minerais, de là tombent nos mamans, de là tombent nos frères et sœurs. Parce que les rebelles n'écoutent que la voix du sang. Mais la grande question qu'il faille se poser, est-ce que la gouvernance actuelle détient avec elle une politique sécuritaire en même de ramener la paix? C'est ça la question. Parce qu'ils détiennent tous les moyens de l'État, l'armée, la police, les services de sécurité. Mais pourquoi la paix n'est-elle pas de retour? C'est en fait ça la question. Est-ce qu'on doit continuer à les observer comme téléspectateurs ou nous devons agir? Il est vrai, nous demandons et nous exigeons le départ de la MONUSCO. Mais si la MONUSCO partit, tout ce que lui nous fournit comme aide au travers de ses équipements, et même s'il décide de les laisser ici, nous allons bien les gérer. Nous avons demandé la mutualisation avec les UPDF. Nous avons demandé la force régionale qui est en train de se déployer. Mais la réalité, c'est quoi? La sécurité n'est toujours pas là. Nous sommes allés bêtement à l'ASC. Bêtement. Pour prétendre avoir une sécurité là-bas. Mais la sécurité n'est toujours pas là. Est-ce qu'on doit continuer sur cet élan-là? Est-ce qu'on doit continuer à accepter que les gens meurent chaque jour? Parce que l'État congolais n'est pas si conscient. Est-ce qu'on doit continuer à voir nos richesses être pillées sous l'œuvre de l'occupant? Je pense qu'il est grand temps que nous puissions agir et au prorata de nos recommandations et éventuellement nos pouvoirs. Nous sommes dans l'obligation d'agir pour récupérer Bunagana. Nous parlons insécurité à l'Est, Freddy Mwamba. 3 mois après, Bunagana sous occupation du M23, encore des Rwandais si vous voulez. Kinshasa n'agit pas, ça il faut le dire, hein, parce qu'on n'essaye même pas de contre-attaquer pour récupérer Bunagana. Est-ce que c'est fait exprès ou bien ça fait partie des stratégies? Il nous faut encore les études. S'il faille en prêter la question de ma consoeur Élisée Odia qui avait posé l'autre fois à ministre, qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que la réorganisation de l'armée pour récupérer Bunagana ou bien cette bonne foi de Kigali ou de Kagame pour que le M23 soit retiré? Et alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit ici par Jonathan. Jonathan a laissé entendre ici qu'au Sénégal, on a eu à prévenir toutes ces situations que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais il oublie une chose, parce que moi aussi, je suis en fait au courant de ce qui se passe aussi au Sénégal. Au moment où il y avait des files, où les gens faisaient la file au niveau des stations au Sénégal, nous n'avions pas ces problèmes. D'ailleurs, ça a commencé là-bas. C'est au Sénégal où il y avait ces sérieux problèmes de pénurie de carburant. Et quand ils connaissaient ces problèmes de pénurie de carburant au niveau du Sénégal, nous n'avions pas ces problèmes de pénurie de carburant. Donc c'est pour vous dire que chaque pays a sa propre réalité. Parce qu'à ce moment-là aussi au Sénégal, on pouvait se dire, mais vous êtes en train de nous parler des effets collatéraux de la guerre en Ukraine. Mais comment expliquer qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas un problème de pénurie de carburant? Ils pouvaient aussi se dire ça au moment où ils étaient aussi en difficulté. Donc c'est pour vous dire que les réalités vécues au niveau du Sénégal ne sont pas forcément les mêmes que les réalités que nous avons ici chez nous. Nous aussi, nous avons notre façon de mener nos politiques publiques pour voir dans quelle mesure on peut, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes des carburants pour voir comment on peut résoudre ces problèmes, atténuer la situation en se basant justement sur ces effets collatéraux, éviter que ces effets collatéraux nous conduisent en fait au pire ici dans notre pays. Ne vous en faites pas, ça ne veut pas dire que là-bas c'est le paradis et que là-bas ils n'ont jamais eu de problème. Ils ont eu aussi des problèmes, un sérieux problème des pénuries. Vous êtes en train de parler du Sénégal. Le Sénégal c'est même un pays du tiers-monde. Mais nous avons le pays du Nord. Son problème c'est plutôt l'anticipation. Pourquoi on n'a pas pu anticiper pour éviter
vous parlez des pays de la périphérie, mais moi je suis en train de vous parler des pays du centre. Parmi les pays du centre, vous avez la France, vous avez les grands pays, voire même les États-Unis, tout ça. Ils ont senti ces problèmes des carburants. Ils ont eu un sérieux problème des carburants à cause de cette guerre. Parce que comme vous le savez bien, on dit quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Donc c'est le problème que nous avons actuellement. C'est pourquoi vous connaissez ces problèmes de carburant. Revenons à la question de l'insécurité. Au sujet des subventions, l'État est en train de subventionner justement. Parce qu'en réalité, ces carburants devaient être vendus, je crois, à pratiquement 4 000 $ le litre. Mais pourquoi c'est pas vendu à 4 000 $? Il a le pouvoir de se poser la question. 4 $, vous voulez dire? Pourquoi c'est pas vendu à 4 $ les litres environ? Pourquoi c'est pas vendu à 4 $? C'est parce qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en branle et qui font en sorte qu'on ne vende pas à ces 4 000 $, en négociant et à ces 4 $ plutôt, en négociant de façon permanente avec, n'est-ce pas, tous les pétroliers, de telle sorte que l'État est en train d'apurer petit à petit ce qu'il a comme dette en rapport avec les subventions. Et c'était cette dette-là dont je vous parle en rapport avec la continuité de l'État, c'était dans des situations qui sont tout à fait normales. Mais nous avons subi beaucoup de contre-coups. Vous avez eu la Covid-19 qui a posé problème. Vous avez aujourd'hui même la guerre en Ukraine une guerre qui est en train de se passer entre deux grandes puissances, même un grand pays producteur du pétrole. Parce que parmi les grands fournisseurs du pétrole dans notre pays, vous avez Total. Vous savez que Total a une très grande entreprise qu'il a ouverte là-bas au niveau de la Russie. Parmi les grands acheteurs du pétrole à la Russie, vous avez notamment Total aussi. C'est Total là qui nous fournit les carburants ici. Vous avez Kobil, des Sud-Africains, et Engen, tout ça, qui nous fournissent du pétrole. Ces gens-là vont s'approvisionner où? Parce qu'avec le pétrole que nous produisons ici au niveau de la Berenco, ce pétrole n'est pas suffisant pour couvrir les besoins que nous avons ici. Vous avez par exemple, ici, vous avez aussi parfois, ils vont s'approvisionner ici, en Angola aussi, pour ceux qui sont des pétroliers, des acteurs, des hommes d'affaires congolais, en dehors des grandes entreprises comme Total, Engen, Kobil et autres. Vous avez aussi des particuliers qui vont s'approvisionner ici, à côté, ici en Angola. Tout ça pour essayer un peu de nous fournir, de nous alimenter ici en carburant. Donc, faut dire que la chose, le rôle de l'État, c'est d'abord de créer les conditions. C'était un rebondissement. Et l'État crée effectivement les conditions, a mis en place les conditions qu'il faut pour que ces pétroliers-là puissent travailler en toute quiétude. C'est pourquoi on achète même à ces prix-là. Donc il y a des efforts qui sont menés. On ne peut pas venir ici sur ces plateaux et faire voir à l'opinion qu'il n'y a rien qui s'est fait en rapport avec cela. Non, c'est tout faux. Donc il y a des efforts qui se font. C'est pourquoi nous achetons les carburants à ces prix. La situation donc, voilà, la situation de la République de l'Est de notre pays et je voudrais revenir. Voilà, mais vous venez de dire ici que non, il n'y a rien qui s'est fait, le gouvernement est là. C'est comme si nous étions dans un statu quo. Mais moi, je vous informe ici que nous avons nos militaires qui sont là-bas, qui se défendent. Parce que si les militaires ne faisaient rien, aujourd'hui, non, mais je vous dis que l'objectif de ces rebelles-là, c'est pas seulement de s'éliminer, de se limiter à Bunagana, c'est de prendre même Goma. C'est de mettre en branle la fête, le projet de balkanisation de notre pays. C'est ça leur objectif. Mais s'ils se sont limités même à ce niveau-là, c'est parce qu'ils font face, n'est-ce pas, à cette force de feu de nos forces armées qui font un effort pour essayer un peu de rabattre, n'est-ce pas, cette témérité-là de ces terroristes du M23. Et donc, le gouvernement ne croise pas les bras. Je vous lance diplomatiquement, il y a bien sûr. Comment peut-on nous qualifier cela? 3 mois diront, Bunagana est sous contrôle. Non, nous sommes en train de parler des questions qui sont sensibles, des questions en rapport avec la sécurité de notre pays. Il ne s'agit pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Ce n'est vraiment pas le cas encore. Non, il s'agit en fait de venir à Bunagana et de dire rebelles sortez, les rebelles sortent. Non. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies qu'il faut pour faire en sorte que les rebelles
partir de là. Et quand on parle stratégie, c'est-à-dire ça a trait, n'est-ce pas, à des questions qui sont liées à l'armée. Donc ça peut nous prendre C'est lié à l'armée. C'est une question qui est liée à l'armée. C'est notre armée qui est en train d'étudier des possibilités de voir dans quelle mesure ils peuvent, n'est-ce pas, contrer tous ces rebelles du M23. Parce que, d'abord, ce que moi j'aimerais soulever ici, les gens ont l'habitude de faire abstraction, c'est le fait que vous dites que vous soutenez notre armée, parce que ici nous avons vécu, même le membre de l'opposition, oh, Mampinga Nabiso, ils soutiennent l'armée. Mais ils oublient que dans cette zone-là, il y a l'état des sièges qui a été décrété. Mais l'état des sièges signifie quoi? L'état des sièges signifie que même c'est l'armée qui s'occupe même de l'administration. Tout à fait. L'armée s'occupe de l'administration. Pourquoi l'armée s'occupe de l'administration? On veut qu'il y ait une certaine diligence en rapport avec n'est-ce pas, des solutions qu'il faut apporter à un certain nombre d'affaires, un certain nombre de dossiers. On ne veut pas que l'armée soit bloquée parce que tel n'a pas signé tel document, tel n'a pas fait cela. Donc ça veut dire que nous avons une armée qui est engagée, qui est là-bas sur place, en train de mourir. Nous avons des soldats qui meurent. Vous le savez ou bien vous n'êtes pas au courant? C'est comme si vous êtes en train de cracher pratiquement sur le sang de nos forces armées, sur le sang de nos soldats, de nos militaires qui meurent là-bas. Parce que vous minimisez la situation. Bounagana est là, Bounagana est entre les mains des terroristes du M23, entre les mains du Rwanda que nous sommes en train de fustiger vivement avec une grande fermeté, que nous devons condamner. Mais vous allez trouver ici les oppositions dans ce pays en train de dire voilà, Kagame est fort, vous voyez, Kagame lui il fait ça, il fait ça. Mais c'est grave ce que nous sommes en train de faire. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte, c'est trop grave. Donc c'est quelque chose que je suis en train de condamner. Donc sur cette question de l'armée, on a le pouvoir, je l'ai toujours dit ici, je ne le dirai jamais assez, nous devons fédérer nos forces, partager nos intelligences, de telle sorte que nous puissions voir comment nous pouvons venir à bout de toutes ces forces négatives. Il y a des efforts qui sont menés sur le plan diplomatique, au niveau des différentes organisations. Déjà, il y a des déploiements de soldats. Vous avez des efforts, parce que ne vous en faites pas. Je voulais parler de cette force régionale. Là, ne pensez pas que les condamnations des experts des Nations Unies peuvent être considérées comme étant une génération spontanée. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été menés pour qu'on arrive à ces niveaux où on pourra reconnaître que nous sommes effectivement agressés. Et les experts des Nations Unies l'ont dit. Freddy Bomba. Donc ce n'est pas pour rien. Donc il y a des efforts qui sont menés. Ne nous indexez pas. Nous posons des questions. Donc vous êtes les ennemis de la République. Ça c'est vous qui dites. Ça c'est un langage des ennemis de la République. Les gens qui nous suivent qui savent également. De se délecter de ce que Bounagana soit entre les mains des terroristes du M23. Tout ce que nous voulons. Vous vous délectez de cette situation. Et c'est trop grave. Au lieu de condamner ça. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous disons. Non, vous ne condamnez pas. Mais vous êtes content, vous dites voilà, Bounagana est entre les mains, le gouvernement a échoué. C'est ça votre langage. Et c'est trop grave. Ça c'est vous qui le dites. Rien ne nous pousse, rien ne prouve que nous sommes contents. Nous sommes Congolais, compatriotes de surcroît. Et voilà pourquoi nous abordons la question. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Ça c'est vous qui le dites. Sinon, il y a une nouvelle unité qui déjà on déploie les soldats dans la partie est pour parler paix. Mais on nous impose la présence de l'armée rwandaise au sein de cette force régionale. Vous savez, hein, les pays de l'Est et tout ça là. L'armée rwandaise ne fera pas partie de cette force. Ça c'est vous qui le dites. Hein, et le gouvernement congolais est ferme et stoïque à ce sujet. Cette armée-là ne viendra pas ici. L'armée rwandaise de rien. Mais l'armée rwandaise ne viendra pas sur le sol congolais. Donc ne suivez pas tous les prophètes des malheurs là qui sont en train de jouer les Cassandres, qui veulent que nous puissions toujours demeurer ad vitam aeternam dans les précipices. Ne suivez pas ces discours-là. Jonathan, merci beaucoup Freddy Bomba. Aimons notre pays. Oui, nous aimons le Congo. Non mais vous n'aimez pas. Non, ça avec ce genre de langage, de dire que les Rwandais viendront ici. Alors que nous vous disons qu'ils ne viendront pas. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est plutôt les présidents africains. De l'Est, bien évidemment. Mais les présidents ils exigent même la présence de l'armée rwandaise. Les présidents africains peuvent, c'est ce que nous fustigeons. Ils peuvent parlementer comme ils veulent, peuvent parlementer comme ils veulent, mais moi je t'informe que le gouvernement de la République démocratique du Congo est ferme à ces sujets-là. L'armée rwandaise ne fera pas partie de cette force qui va venir ici pour bouter hors de notre territoire, pour nous aider à bouter hors de notre territoire les forces négatives. Voilà. Jonathan, nous parlons de sécurité à l'Est. On nous apprendra que l'armée rwandaise fera partie de cette nouvelle force, de cette nouvelle unité, alors que le gouvernement en son temps avait dit clairement que le Rwanda ne va pas faire partie. Pas en son temps, c'est la position même actuelle du gouvernement.
Vous avez la question, Jonathan Gouel. Merci, cher Gaylord, de la question. La guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2020. Mais déjà, à ces temps-là, Macky Sall était prévoyant. C'est les sérieux, en fait, dans la gouvernance. C'est les sérieux. Et lorsqu'on évolue encore, en 4 ans, ils doivent au pétrolier 200 millions de dollars. En 18 ans, ils doivent au pétrolier également 200 millions de dollars. Qui gère bien? Ce sont des questions simples, basiques même. On comprend qu'en réalité, à 18 ans, il paye à compte-gouttes et il a accumulé pendant 18 ans 200 millions. Et pendant 4 ans seulement, aux attentes, ma casse européenne, c'est 200 millions de 4 ans. Européen, c'est en aucun. On évolue. On parle de la sécurité. Quand on est à court d'arguments, on essaye de trouver les collabos ailleurs. On parle de la stratégie militaire. Je me rappelle encore, il a fallu qu'un homme s'élève. Il dit non, on va mettre en place des stratégies militaires, pommes rouges. Ils ont récupéré, ils ont bouté hors d'état de nuire les M23. Aujourd'hui là, lorsqu'il parle de fédérer, pourquoi on n'appelle pas Didier Toumba qui a fini les M23? Pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi on n'appelle pas l'équipe Mamadou Ndala? Pourquoi on ne les appelle pas? Parce qu'il a dit fédérer nos forces, fédérer nos intelligences. Et au moins on réussit. Ils n'ont pas eu besoin de 3 mois pour taire cette histoire du M23. Je l'ai dit encore, de manière bête, nous avons adhéré à savoir que c'est aussi un mouvement terroriste, hein, d'où il nous faut beaucoup de stratégies. À l'époque, ils étaient également terroristes. À l'époque. Parce qu'ils utilisaient des méthodes de terroristes, des explosions, des voitures piégées. Mais l'armée congolaise, avec les officiers congolais, ils ont fait un effort et ils sont partis. On n'en parlait plus en 2014. Et aujourd'hui, lorsqu'on a accepté de pousser les essais, monsieur, il faut lire. La charte qui crée les essais vous dit clairement qu'une décision prise par la majorité des chefs d'État vous est opposable. Et vous êtes le dernier à avoir adhéré à l'AEC. Même la Soudan du Sud a adhéré bien avant vous. Vous devez vous soumettre. Avant nous, vous voulez dire, parce que c'est voilà. Vous devez vous soumettre. Ça fait sérieux de voir l'armée du Soudan du Sud vient soutenir l'armée congolaise. Alors que je sais qu'actuellement, le Soudan du Sud est divisé à 2. Ça fait sérieux ça. Ils ne sont même pas en mesure de sécuriser leurs petites frontières. Vous pensez qu'ils vont sécuriser le nord de plus de 2 345 000 km². Est-ce que vous êtes sérieux vous? Est-ce que vous êtes sérieux? On parle de la guerre. La guerre a fondamentalement 3 éléments. Il y a 1, la dotation. 2, la formation. 3, l'information. La dotation, c'est depuis 2006 que mes militaires ont été dotés. Vous êtes là depuis plus de 3 ans. Vous avez doté quelle année? La formation, oui, j'ai vu les Tchikata être formés. Oui, les Tchikata, oui, ils ont été formés. Est-ce que c'est cette seule couche de l'armée qui doivent être formée? L'information, vous mettez combien comme argent pour la question de l'information? Combien? Nous sommes surpris chaque jour, ils ont explosé là-bas. On n'anticipe rien. On n'anticipe rien. Et c'est ça cette gouvernance que vous soutenez aveuglément, cher Freddy Moulumba. Et puis vous essayez vous essayez de culpabiliser. En fait, c'est toujours le Mwamba, le Moulumba et tout. C'est en fait ça. Vous essayez de culpabiliser les journalistes. Oui, il a raison de dénoncer haut et fort. 3 mois, les 12 c'est 3 mois. Une partie du territoire aliéné. Est-ce que vous savez que les enfants là-bas n'ont pas repris les cours? Vous savez ça? Freddy, regarde-moi, n'aie pas honte. Bah, Batangité. Combien c'est ça les Messouti? Et tu es content, non? Modeste également, hein? il doit l'être. C'est ça vous. Parce que vous pensez que vivre allègrement à Bruxelles, boire et oublier que Bounagan est occupé, c'est ça la vie. Il dit non, tu m'as trouvé ici, ne voyez pas, on rentre, on reste, on va fêter un peu puis on va rentrer ensemble. C'est ça vous. Les pays méritent mieux que vous. Les pays méritent mieux que votre gouvernement, cher frère. En 3 ans et demi, vous avez désolation, malheur et souffrance. Freddy Moumba, trop c'est trop. 2 peuples se battent à Kouamontou. 2 fois de suite, il y a eu la délégation gouvernementale, mais sans succès. Il y a 48 heures, pour être beaucoup plus précis, on a tué 5 soldats congolais sur place. Quelle solution préconisez-vous? Que peut-on nous faire, nous qui sommes congolais bien sûr, pour parler paix à Kouamontou, entre 2 peuples qui depuis longtemps vivaient ensemble, mais aujourd'hui il y a les émeutes, ça craint. C'est ici à la porte de Kinshasa.
Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir sur ce que Jonathan a dit ici. Là, c'est un peu de romancer les récits de ce qui s'est exactement passé à l'époque où nous avions les rebelles du M23. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que c'est au niveau du Conseil de sécurité, une résolution avait été prise pour demander au M23 pratiquement de se retirer. Et puis il y a la MONUSCO qui a joué. Il y a la MONUSCO qui a joué. Il y a la MONUSCO, notamment pour Goma, pour que le M23 se retire de Goma. Pour que le M23 se retire de Goma, il y a une résolution du Conseil de sécurité. Pour que le M23 se retire de Goma. Il m'a convié à lire, mais il faut qu'il aille lire aussi. Peut-être qu'il n'a pas lu, ça, qu'il aille s'informer, il va comprendre que pour se retirer de Goma, il y a eu ces efforts-là. Au niveau maintenant de Runyonyi, M23 se retire. Maintenant, au niveau de Runyonyi et de Tchanzu, là, je suis également en train de saluer les efforts qui ont été menés à l'époque par les mêmes forces armées que nous avons. Ouais. Nos forces armées avaient joué un rôle pivot pour qu'on libère Runyonyi et Tchanzu à l'époque, les montagnes de Runyonyi et des montagnes de Tchanzu, avec les soutiens aériens de la MONUSCO. Vous-même, vous avez compris que vous ne pouvez pas, ce n'est pas une information que je vous donne, vous avez suivi ce que la MONUSCO a dit au sujet du M23, ce qui a poussé même les populations de l'Est à se soulever. Ils ont dit que pour le moment, le M23 est type d'armes. Vous comprenez? Vous entendez? L'armement là, donc c'est la même MONUSCO qui, autrefois, avait soutenu l'armée congolaise pour combattre les M23, qui dit qu'aujourd'hui, les M23 est suramé par rapport à la manière dont ils étaient avant. Donc, vous comprenez que nous sommes jusque-là dans les différentes, dans les circonstances d'espèce, nous ne pouvons pas parler de la même réalité. Ici, nous avons une réalité qui est de toute autre nature. Et même à l'époque, quand il y avait les M23, la réalité était encore tout autre. Parce que là, la MONUSCO s'était lancée sans aucune espèce d'hésitation. Mais cette fois-ci, la MONUSCO vous dit, je ne peux pas me lancer. Vaille comme ça, tant bien que mal, il faudra que je m'assure que j'ai aussi des armes qui sont proportionnelles aux armes de l'ennemi pour que je me lance ou bien pour que je m'aventure. C'est là où je dis qu'on devrait d'abord pouvoir saluer la force de nos soldats qui meurent chaque jour. Parce que figurez-vous qu'avec toutes ces armes sophistiquées, mais notre armée continue à tenir. Et le M23 qui essaie chaque fois d'attaquer n'arrive pas à arriver jusqu'à Goma. Donc moi je pense qu'il faut saluer et féliciter les efforts qui sont menés au niveau du gouvernement. C'est ce que mais pas de la dotation. Parlons de. Mais la dotation aujourd'hui. On n'a pas assez de minutes. Aujourd'hui, la dotation elle est stratosphérique par rapport à la dotation qu'il y avait avant. Nous avons une dotation très élevée qu'on a presque doublée. À l'époque, il y avait une dotation d'environ 200 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on est à 400 millions de dollars. Avec la loi sur la programmation militaire, nous allons aller au-delà. Ça sera maintenant en termes de milliards. C'est des milliards qu'on va maintenant parce qu'on attendait la loi sur la programmation militaire pour davantage alimenter substantiellement notre armée. Et ça sera fait avant longtemps. Donc, je pense que nous devons saluer les efforts qui sont menés par les gouvernements et éviter ces langages ici. Je l'ai dit, je ne cesserai jamais de les répéter. Parce qu'ils sont en train de jouer justement les jeux de l'ennemi. Parce que quand vous avez par exemple les terroristes du M23, lorsqu'ils voient quelqu'un en train de développer un tel discours, mais ils sont contents. Ils se disent voilà, ça y est, nous avons gagné, nous avons au moins des alliés qui sont là. Donc il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de critiquer le pouvoir. Alors il faut être très sûr. Il faut quand vous critiquez les actions du pouvoir, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Il me parle ici des oh non, mais Martin Fayoulou. Parlons-en. Il fallait y arriver là. Je m'attendais. Quand on est en cours d'argument, c'est le nom des gens. Non, mais on a cité les noms des gens ici. Il est dans son temps, s'il vous plaît. Nous avons des acteurs, des protagonistes dans la scène politique. La scène politique est constituée de protagonistes, c'est-à-dire des acteurs principaux que nous connaissons dans la politique congolaise. Ils venaient d'en citer ici. Donc ce qui fait que lorsque nous sommes en train de faire des analyses sur une situation politique, c'est tout à fait normal que nous puissions parfois évoquer certains noms. Voilà. Certains noms. Il en a évoqué ici. Il n'a pas parlé du professeur Modeste Bahati, qui s'est même battu, qui allait réveiller, il a cité ici, mais
qui nous reconduit. S'il vous plaît, ne me prêtez pas de mots. Je vous en prie. Il a parlé du professeur, il a dit tu es chez moi, je comprends Modeste comme ça. Il l'a dit. Il peut revoir l'émission, il verra. Il l'a cité sur base de quoi? Mais lui, il s'appelle. C'est son nom. Il s'appelle Modeste Bati. Donc tu parlais de quel Modeste alors? Tu parlais de quel Modeste? Mon préfet, film Modeste. Non, ça tu commences à faire de la comédie. Non. C'est vrai que nous devons boucler, s'il vous plaît. Freddy Mwamba, je vous en prie. La situation encore. Non. C'est honteux. Faut pas faire des dramaturges sur un plateau de télévision. Nous sommes en train de parler des questions importantes, des questions fondamentales. Il ne faut pas agir de cette façon. Je vous dis que c'est comme si tu es en train de donner Vous voulez passer la question ou quoi? à ceux qui font les ennemis de la République. C'est vous qui participez et qui les consolidez dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment dommage. Martin Fayulu, il a participé de manière allusive à la balkanisation de ces pays, en allant se jeter entre les mains des multinationales lors des élections passées. Oh là là. Tous les multinationales là, qui étaient contre le code minier, ils sont allés, ils financé quoi. Ils ont financé la campagne de Martin Fayulu. Au point qu'un ministre des Affaires étrangères français, se permet de remettre en cause une élection d'un pays souverain. Un ministre des Affaires étrangères français. Merci Freddy. Un ministre français. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée. Qui s'est permis de dire que les élections ne sont pas bien passées. Pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient déjà mis en place, ils avaient déjà mijoté quelque chose pour que, à tout prix, quoi qu'il en coûte, que Martin Fayulu soit président. Malheureusement, il y a une question qui est restée en France. Vous avez la question. Non. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes rapidement. Mais non, mais parce qu'on... 2 secondes. Non, vous avez pris beaucoup de temps et... S'il vous plaît, vous bénéficierez le même temps. Non, moi je pense que Guélor, nous avons vraiment beaucoup de problèmes à résoudre dans ces pays. Et je pense que les Congolais, nous devons prendre conscience de cela. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. Nous ne pouvons pas continuer à pointer du doigt les autres personnes, alors que c'est nous-mêmes qui sommes quelque part aussi à la base d'un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans ces pays. Dis-moi, à quoi servent les conflits, Yaka? Franchement, c'est la question. Non, dis-moi, à quoi servent ces conflits-là? À quoi ça sert ces conflits de Yaka et Teke? Nous avons un problème de l'ennemi qui est sur notre sol, mais on ne prend pas conscience de cela. Mais comment ça s'entretue entre nous? Et là, vous allez encore dire, oh, c'est le gouvernement. Non, Guélor, regardons-nous en face. Ce qui se passe entre les Yaka et les Teke, c'est le gouvernement. Ou bien c'est nous-mêmes les Congolais qui sommes à la base. Ça fait partie des missions du gouvernement, sécuriser le peuple. Non, le gouvernement va aller pour sécuriser, n'est-ce pas? Mais avant que le gouvernement n'arrive, qui sont à la base de ce qui s'est passé, qui entretiennent ça, parce que le gouvernement est là, on a déployé des militaires, on a tout fait. Les militaires étaient là, on a envoyé plusieurs délégations, on a déployé même l'armée là-bas. Ce genre de conflit d'après vous? Mais ces gens-là, par la présence des militaires, ces gens-là commencent à faire des incursions. L'autre vient aujourd'hui, il tue son frère, il fouille, il part et tout ça. Il pense qu'avec ça, comment leur contrée va se développer. Merci Frédéric. Donc c'est un problème de la conscience. C'est un problème de prise de conscience. Nous devons d'abord savoir ce que nous voulons avec notre pays. Ensuite, on a avant toute chose. Merci beaucoup. Avant de continuer à pointer du doigt accusation. Merci. J'entends, c'est vrai que vous nous avons bouclé. La question, c'est rapport avec Kwamuntu et vous allez ramasser sûrement tout. Et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Vous avez 4 minutes. Cher Guélor, j'interdis, et que ce soit pour la dernière fois, au Freddy Mulumba de saper de saper les efforts de l'armée. C'est grâce à ces vaillants généraux là, Mamadou Ndala et Toumba, que nous avons récupéré les territoires jadis conquis par l'M23 et nous les avons obligés de devenir ces migrants partis politiques à Kinshasa. Plus jamais ne dit ça. C'est mon temps d'antenne. C'est grâce au général Baouma. Moi j'ai parlé avec le général Baouma. Monsieur, il n'a pas ici d'autres noms. On n'a pas les minutes. Sinon rien à voir avec. Je vous en prie, cher Freddy. Moi j'ai parlé avec le général Baouma. Je vous en prie. Lui a écouté de loin, mais moi je l'ai pratiqué. D'accord, merci. Vous êtes chanceux alors, s'il vous plaît. Merci. Oui, Yokat. Général Baouma était les responsables de la zone opérationnelle. Didier Itumba, le chef d'état-major général, qui a passé 2 mois là-bas. Et il faut dire aussi, les sénateurs avaient passé 1 semaine là-bas. Il faut dire ça aussi. Et on debout, on évolue. On parle de quoi, Kwamuntu? J'ai avec moi l'ordonnance numéro 22, 003 17 janvier 2022, fixant les attributions de ministère. L'unique ministère qui a plus de 26 attributs, c'est le ministère de l'Intérieur.
sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Gaylor, tu liras ces 26 attributs. Nulle part on donne les attributs des affaires coutumières. Nulle part. J'ai dit bien nulle part. Et pourtant dans ces ministères-là, il y a un secrétaire général qui s'occupe des affaires coutumières, Freddy Yokasiko. Les conflits Tekiyaka, c'est pour la question de la succession, qui jadis est détenu par ce département-là au ministère de l'Intérieur, qui est gardien, un, de nos valeurs ancestrales, deux, des généalogies de succession. Et si seulement si on avait donné des attributs au ministre ici, il aurait appelé et dicté ces attributs-là à ses protagonistes. De deux, l'absence de l'autorité de l'État. L'État a là-bas un gouverneur. L'État a là-bas un ministre de l'Intérieur. l'État a là-bas un rédoc, ANER. L'État a là-bas les chefs des régions militaires. Tous ces gens-là, ne savaient-ils pas qu'il y avait des menaces? Et pourquoi ça arrive seulement au Maïndombe? En 2018, nous avons eu l'effet de Yumbi. Comme toujours, l'État vient constater les dégâts. Pourquoi on n'a pas si anticipé après? C'était Yumbi. Comme Mout, ça sera Mongata par exemple. Ça sera, comment on appelle ça, Bandounouville. Qui les déprésage pas dans l'avenir par exemple? Rapidement, chute. Donc il faille établir d'abord l'autorité de l'État. Le ministre de l'Intérieur, il ne sait pas ce qu'il va faire dans les affaires coutumières. Et comment va-t-il? Est-ce qu'on a un chef coutumier? Ce n'est pas écrit dans les attributs du ministre. Il n'y en a pas. Et pourtant, en 2012, et même avec le gouvernement Ilokamba, il y avait un ministre qui s'occupait de ces questions-là. Et il était chargé, un, de transmettre les rites et valeurs ancestrales. L'un de vôtres, le coordonnateur de la Mouka, promet de faire une descente sur place. C'est qu'il va résoudre la question. Ça, je vous dis. Si l'État, qui a le pouvoir, qui a tous les moyens de l'État, il n'est pas à mesure, vous pensez qu'il y a un individu qui n'a que la parole, il peut se faire entendre. Et dans les contextes où certains ne veulent même pas avoir les opinions de l'autre. Chute. Si vous faites ça la question. Et qui joue vraisemblablement les gilets de l'ennemi? Ce sont ces fossoyeurs ici. Bango. Sinon, ils auraient dû avoir l'information à temps. Avec des gens qui travailleraient pour l'intérêt de la population. Merci. Il y a un service qu'on appelle le service de la population. Merci. Qui sont censés être avec la population. Je rappelle que ils sont censés collecter les informations nécessaires. Oui, vous êtes le coordonnateur là encore, il a parlé. Pour l'amour du Congo. Là encore, il a parlé de Martin Fayulu. C'est la fin déjà. Ça veut dire lorsque vous parlez des gens qui ont des titres, hein, il faut dire ça avec respect. Parce que leurs titres sont traçables. Je me limite là. Merci. Merci beaucoup. Jonathan Ngole, merci d'avoir répondu à cette invitation. Freddy, on va merci d'être de nôtre ce matin. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Non, mais je pense merci à Alain Bolo pour l'assistance. Nous n'avons quand même pas fini les débats. Mais les temps de la télévision, c'est les temps. Non, mais quand même, j'aimerais que vous puissiez j'aimerais que vous puissiez quand même aider mon frère lorsqu'il est sur un plateau de télévision où nous sommes en train de débattre sur des questions qui sont très fondamentales, qui touchent aux fondamentaux en rapport avec la bonne marche de la République, qu'il évite des questions de dire, voilà, il y a des Moulumba, des Mwamba, encore de mêmes personnes. Donc cela frise tout simplement les tribalismes à outrance. Ça frise les tribalismes à outrance que je suis en train de fustiger. Et j'espère que prochainement, quand il va commencer à s'exprimer, il va le faire avec délicatesse. Merci beaucoup. Et qu'il va pas ouvrir sa bouche et commencer à raconter des histoires invraisemblables. Ce pays a besoin de l'unité. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous n'avons pas besoin de gens de la Partie remise.